Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Aujourd'hui, nous revenons pour parler de l'agro-industrie moteur pour le développement du Congo central. C'est le thème, justement, de Kimwama 2022, un forum économique organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central sous le haut patronage du chef de l'État. Une grande foire à laquelle avaient pris part plusieurs personnalités, notamment messieurs Dieudonné Bifoumanou, bonsoir. Et bonsoir. Et vous avez été présent dans ces assises, mais déjà, quand nous lisons parmi les objectifs, on dit c'est pour promouvoir les entrepreneurs autochtones, parce qu'on parle aussi des atouts, mais également des opportunités du Congo central. Nous savons qu'il y a le fleuve qui passe par là avec la centrale hydroélectrique. Nous avons l'ouverture même de notre pays à l'océan à partir de Banana, sans oublier d'autres immenses richesses comme le pétrole dans le Congo central. On peut dire que c'est quand même une région de la RDC qui a été dotée de tout et de rien presque. Oui, ça c'est vrai. Heureusement qu'en RDC, il n'y a aucune province qui est pauvre. Toutes les provinces sont riches, mais c'est question tout simplement de ne pas se limiter à recenser cette richesse, mais à transformer les potentialités en richesse. C'est tout simplement qui nous manque, mais sinon, toutes les provinces ont beaucoup de richesses. Et déjà, la première de richesse qui n'a pas besoin d'une grande exploration, c'est l'agriculture. Et pourtant, ici, vous avez comme thème agro-industrie, moteur pour le développement du Congo central. Et ça, à quoi ça rime exactement? Justement, c'est-à-dire, c'est juste pour confirmer que l'agriculture est un domaine très important parce que ça part de... Même quand on fait la métaphysique de l'agriculture, on se rend compte que Dieu, tel qu'il nous a créés, nous sommes obligés de manger. Ça, c'est le point de départ. Si Dieu nous avait créés autrement, comme de simples esprits, les anges ne mangent pas. Pourtant, ils existent. Mais ce sont des êtres qui existent, mais comme ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de la nourriture. Mais nous, tels que nous sommes créés avec la chair, nous sommes obligés de manger. Obligatoirement, nous devons manger. Maintenant, manger quoi? À la vieille époque où il y avait tout dans la nature, l'homme prenait ce qu'il mangeait dans la nature. Les oiseaux vous mangent, mais ils ne font pas de l'agriculture. Les fourmis même mangent. Mais nous, les hommes, nous sommes obligés, compte tenu d'abord du nombre de personnes et du fait que tout n'est pas produit par la nature, ou tout ce que la nature produit n'est pas en grande quantité. Donc nous devons gérer cette nature pour produire ce que nous pouvons manger. Alors, donc c'est un domaine qui vous garantit le bien manger et par conséquent, c'est un domaine important qu'il faut booster. Alors, ici, je voudrais peut-être, avant de commencer, que l'on écoute les différentes interventions, notamment le président d'organisation de ces assises, qui est aussi le président de la Chambre du commerce. Mais nous prendrons également le gouverneur de province qui a donné un mot. Et à la fin, ça sera vous. On essaiera d'abord d'écouter ce que vous avez dû donner comme de grandes orientations autour de ces assises. Et après, nous allons revenir. De la province s'impose. C'est donc l'agriculture, d'où le thème principal, l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Le Congo central a de grands atouts pour développer un secteur agricole florissant. Le premier atout, ce sont les hommes. En Kikongo, nous disons « Mbongo Muntu ». C'est la ressource essentielle et première. La deuxième est la terre. Avec une superficie agro-pastorale évaluée à près de 2 050 000 hectares, seuls 10% s'il vous plaît, sont effectivement exploités. Cela fait suite à la dégradation progressive des infrastructures de base dans un contexte de faible financement, des politiques sectorielles obsolètes et d'un accompagnement, à mon sens, insuffisant de l'État.
En dépit de ses faiblesses, l'agriculture est l'un des plus importants secteurs pour l'économie de la province. Mais les activités de production agricole restent traditionnelles, même si on observe quelques tentatives de leur modernisation. Je lance ici un appel solennel pour que nous nous mobilisions tous pour que cette image de nos mamans avec le bébé sur le dos et la houe disparaissent. Notre objectif, c'est d'une part de faire respecter le cadre de la réglementation, mais deuxièmement pour promouvoir ce climat des affaires-là, qui est là pour encenser le secteur privé, les PME et les PMI, qui sont une grande puissance économique. La deuxième responsabilité, c'est de veiller à ce qu'il y ait un cadre opérationnel adéquat. Nous sommes déjà en train de créer l'environnement. Maintenant, nous serons enrichis par toutes les recommandations qui ont été faites par le Kingdom. Et de tout ce qui a été dit, c'est d'abord un recensement, un état des lieux, disons même pas un état des lieux exhaustif, mais on a fait le recensement des atouts dans tous les secteurs, dans le secteur agricole, comme dans le secteur énergétique, culturel, ainsi de suite. Donc, on a fait un recensement de tous les atouts que regorge la province du Congo central, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, les difficultés qui sont relevées, il faut chercher des solutions. On ne doit pas seulement se plaindre pour se plaindre, mais il faut chercher la bonne stratégie pour que nous puissions évoluer. Il y a un intervenant qui a parlé du plan. Mais justement, nous, dans ma spécialité, c'est ce que nous disons. On ne peut pas élaborer un plan en l'air comme ça. Tout part de certains éléments. Et ces éléments, le plus important, c'est l'état des lieux. Voilà, Monsieur Dieudonné Boufouma, nous revenons. Vous avez suivi les interventions des uns des autres, mais aussi la vôtre. Mais quand nous comprenons bien cette agriculture, c'est vrai, les terres sont disponibles, mais il nous faut des moyens qui devraient nous donner non seulement des semences, mais surtout des engins capables de labourer ces terres et de donner une nourriture adaptée à notre population. Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment capables aujourd'hui d'arriver à réunir ces moyens? Bon, pour le moment, si les gens se plaignent, si les gens en parlent, c'est parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il y avait suffisamment de moyens. On ne perdrait pas du temps pour parler de l'agriculture, pour chercher comment développer l'agriculture. Donc nous avons, et d'ailleurs le président de la Chambre de commerce l'a bien dit, il n'y a que 10% de terres qui sont exploitées. Voilà. 10%. Sur plus de 2 millions d'hectares. Donc ça prouve qu'il y a un problème sérieux. Donc nous minimisons un peu les choses dans notre pays. Et la question qui peut être posée par rapport à ce forum, est-ce que ce forum était parfait? C'est une œuvre humaine. On ne peut pas exiger la perfection. Mais ils ont fourni un effort pour d'abord rassembler beaucoup de personnalités. Ça, c'est déjà un point très positif. Et ces personnalités, ce n'est pas pour qu'ils aillent se contempler, mais c'est pour qu'ils abordent des problèmes, un problème réel de notre pays en général et de la province en particulier, c'est lui de développer l'agriculture. Donc, c'est déjà une grande prise de conscience. Et puis, on a recensé les différents atouts que regorge la province. Tout ça, c'est aussi une très bonne chose. Donc, les mérites de ce colloque, de ce forum, c'est d'abord de rassembler des personnalités et de poser les problèmes d'une façon claire, ainsi que le fait de recenser, de voir tous les atouts. Mais est-ce que vous pensez que le vrai problème pour le développement de cette agriculture est lié seulement aux moyens ou c'est aussi une sorte de déficit de la politique agricole déjà dans notre pays, ou sinon nous investissons ailleurs à autre chose au lieu peut-être de penser à l'agriculture qui peut être aussi un domaine porteur? Justement, c'est-à-dire il ne suffit pas de poser les problèmes, de recenser les atouts. Ça, c'est une première phase. Maintenant, la deuxième phase est la plus importante. Comment mettre en œuvre
d'abord mettre en place une bonne politique agricole. C'est-à-dire définir une vision claire. Une vision claire. La vision peut être définie en disant oui, nous allons faire l'expression des intentions a été faite. Mais maintenant, il faut concrétiser cela. Et concrétiser cela, c'est à partir de quoi? Mais à partir de la tête de l'homme. Ce n'est pas les machines qui doivent réfléchir. C'est l'homme qui réfléchit pour dire j'ai besoin de machines ou pas. Alors maintenant, quand l'homme a réfléchi, il doit faire quoi? Mais il doit davantage faire un état des lieux d'une façon exhaustive, pas un état des lieux approximatif, mais un état des lieux exhaustif. Mais est-ce que les Congolais d'abord... Exhaustif, tout simplement parce que c'est nous qui connaissons les problèmes. Donc nous pouvons dire, nous sommes capables de présenter cet état exhaustif parce que nous connaissons les problèmes. Oui, c'est vrai, nous posons le problème justement parce que nous savons que notre pays, il y a une bonne partie de ce que nous mangeons qui vient d'ailleurs, ou sinon qui nous vient dans des conditions aussi très compliquées, et ça peut relever bien notre conscience pour penser à investir dans ce domaine. Mais est-ce que les Congolais est-il vraiment prêt et a-t-il vraiment pris cette conscience pour booster le domaine agricole, parce que ce ne sont pas les potentiels qui manquent? Mais justement, c'est ainsi qu'on a besoin de telles rencontres pour susciter cette conscience-là. Et quand la conscience, la prise de conscience est là, là c'est déjà un pas. Parce que quand vous n'avez pas une prise de conscience pour régler un problème, mais vous ne les réglerez jamais. Mais du fait que vous avez cette prise de conscience, c'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, le plus important, c'est cette réflexion qui va vous amener à des actes. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer les intentions, mais on doit arriver à poser des actes. Quand vous parlez des actes, vous faites allusion à qui? Est-ce que c'est seulement les pouvoirs publics qui doivent montrer le chemin, ou sinon les investisseurs, les Congolais que l'on chante, les Congolais qui ont un peu de moyens, mais qui voient d'autres domaines d'investissement, est-ce que peuvent-ils aussi se lancer dans l'agriculture? Est-ce que vous voulez rassurer que l'agriculture, c'est un domaine où on peut facilement faire des affaires et gagner de l'argent? Mais justement, tout part de la réflexion. Et quand vous avez fait une bonne réflexion, c'est là où vous allez dire, donc, là vous allez définir vos objectifs. Vous voulez quoi? On ne peut pas aujourd'hui dire, par exemple, nous voulons commencer à produire beaucoup de betteraves au Congo. Alors que le problème de betteraves peut être réglé, de sucre peut être réglé autrement. Mais c'est la réflexion qui vous dira, entre cultiver les betteraves et la canne à sucre, qu'est-ce qui est mieux? C'est la réflexion, ce n'est pas le snobisme, que comme en Europe on produit beaucoup de stocks de betteraves, nous aussi on doit faire ça. Non, c'est la réflexion qui vous dira, ici, notre terre est favorable à telle culture, à telle culture. D'abord, à quelle culture? Quelle est la culture qui nous intéresse? Oui, voilà. On part d'abord de là. Maintenant, quand nous savons que ceci peut nous intéresser, les riz peut nous intéresser, le manioc, on fait les recensements en question, on a besoin de tout ça. C'est dans l'état des lieux. Bon, maintenant, la réflexion, qu'est-ce qui peut facilement pousser ici, avec un faible coût, avec ceci? C'est cette réflexion qui va vous donner des réponses précises. Maintenant, quand vous avez toutes ces réponses, vous allez vous poser, bon, maintenant nous allons nous lancer dans, par exemple, les problèmes par exemple, dans la culture des riz ou des manioc. Maintenant, vous allez vous poser la question, où nous allons cultiver ça? Le manioc, le riz, où nous allons faire ça? Et maintenant, quand vous avez la réponse sur les lieux que nous allons cultiver à tel endroit, bon, est-ce que vous avez... Qui doit cultiver? On doit utiliser les vaches ou bien on va utiliser les machines ou la force humaine? Toutes ces questions, vous les posez. Oui, mais ma question de départ, c'est savoir qui donne l'impulsion d'abord. Parce que déjà, l'État a aidé. Vous avez un code agricole quand même. Vous avez des lois, une bonne législation. Ça, ce sont des textes. Est-ce qu'on peut dire que le code agricole est un programme agricole? Ce n'est pas un programme agricole. Mais au moins, l'État a aidé quiconque à faire un programme, à concocter un programme autour d'une législation qui existe. C'est tout ça qu'il faut... Dans l'étude, on dira ici, c'est l'État. Ici, les individus peuvent faire ça. Mais qui doit se soucier d'abord de la bouffe
de la communauté ou de la population. Mais l'État doit jouer un rôle important. Quand on nous balance les problèmes des services nationaux, mais c'est justement une des solutions que l'État apporte pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas pour le plaisir que l'État les fait. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Vous, État, est-ce que ce que vous avez déjà fait sur le plan agricole est suffisant? Aucun responsable ne vous dira que c'est suffisant. Donc ce n'est pas suffisant. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ça, c'est la question adressée à l'État. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Maintenant, c'est à lui de répondre. Maintenant, nous, population, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que c'est une chambre de commerce qui s'est réunie. Ce ne sont pas des enfants de cœur dans les domaines, ce ne sont pas des philanthropes qui sont réunis, mais ce sont des membres d'une chambre de commerce, ce sont des businessmen, ce sont des commerçants. Donc, ils doivent se dire, dans notre domaine, est-ce que je peux investir dans le domaine agricole? Si le domaine agricole est moins porteur, mais qui va se lancer dans ça? Mais vous savez, un autre paradoxe dans notre pays, c'est aussi le fait que par moment, des produits locaux peuvent coûter plus cher que les produits de l'importation. C'est aussi une question qu'il faut étudier profondément. Mais bien sûr, mais c'est l'étude qui donne la réponse. Pourquoi c'est moins cher? Peut-être là où c'est produit, les États subventionnent de telles cultures. Et quand ils se retrouvent avec une grande quantité de nourriture, ils se disent, mais au lieu que ça pourrisse, autant vendre ça à bas prix, ne fût-ce que pour récupérer l'investissement. Ne fût-ce que pour récupérer l'investissement, même si on perdait, mais au moins que la perte ne soit pas importante. Donc on ne sait pas quels sont les mobiles qui les poussent à vendre moins cher. Et nous, avant de consommer, nous devons nous dire peut-être que ce sont des produits avariés qu'on nous envoie, parce que nous sommes des nègres, nous pouvons manger n'importe quoi. L'homme noir ne meurt pas de microbes. Ce sont les gens qui racontent des bêtises comme ça. Et peut-être eux aussi ont déjà appris ça. En Afrique, l'homme noir ne meurt pas de microbes. Bon, ça va. On peut lui envoyer même la viande qui a des microbes. Il va manger, il ne va pas mourir. Alors maintenant, quand nous sommes devant de telles réalités, que nous avons besoin de choses de bonne qualité. Oh, manger bio, faire ceci. Est-ce que ce qu'on nous envoie, c'est du bio? Point d'interrogation. Donc c'est la réflexion qui doit donner toutes ces réponses. On ne doit pas se limiter à un plaisir de constater je ne sais pas quoi. Alors vous avez parlé d'une chambre de commerce qui réunit notamment des affairistes, donc des hommes d'affaires qui viennent bien chercher l'argent, et notamment dans ce domaine de l'agriculture dont nous parlons. Nous savons que c'est un domaine où, pour la plupart, c'est des gagnes petits, c'est bien des populations locales qui s'illustrent. C'est vrai, on ne dirait pas le mieux, mais c'est une agriculture familiale, une agriculture de survie. Alors si jamais on laissait maintenant ces espaces aux gros entrepreneurs, quelle serait, dans ces réflexions, la place de ces petits entrepreneurs locaux, de ces autochtones, dans tous ces investissements? Parce qu'apparemment, les revenus vont partir quelque part, vont encore aller enrichir ceux qui ont plus de moyens. Bon, ça, ce sont des petits problèmes à régler. Parce que quand vous avez des petits producteurs, maintenant c'est la culture vivrière qui ne coûte rien pour la population, c'est-à-dire pour celui qui l'a fait, peut-être en ville, oui, mais dans les campagnes. Vous dépenserez combien pour avoir un champ d'arachide de 50 mètres sur 50? Presque rien. Parce que qui va cultiver? C'est vous-même. Vous n'allez pas faire venir une machine avec le carburant. Donc, la main-d'œuvre, c'est vous-même. Donc, oui, mais ce sont des petits intérêts dont il faut prendre en compte. J'arrive, justement. C'est-à-dire, ça ne coûte rien pour lui. Maintenant, les semences, s'il avait planté l'année passée, il a pu garder quelque chose pour planter l'année suivante. Donc, les semences ne coûtent rien. Et puis, comme il n'y a personne à rémunérer, donc les charges sont faibles. Presque, la faiblesse de ces charges est due tout simplement qu'il ne va pas acheter les semences, il ne va pas payer la main-d'œuvre. Et l'unique dépense, peut-être, c'est acheter la houe ou la machette, mais ce sont des dépenses minimes. Ou peut-être, avant d'aller travailler, il doit d'abord manger, mais ce sont des dépenses minimes. Mais maintenant,
lui n'est capable que de produire ou de cultiver un champ de 50 mètres sur 50, ou maximum 1 hectare. Maintenant, les autres viennent pour dire nous devons cultiver au moins 50 hectares, sinon plus. Donc, la production d'un hectare ou de moins d'un hectare, comparée à celle de plus de 50 hectares, il n'y a pas de comparaison d'ailleurs à faire. Mais c'est là où la politique nationale maintenant intervient en disant, vous allez produire beaucoup, c'est bien, mais n'écrasez pas ceux qui produisent très peu. Il y a plusieurs hypothèses. Soit vous achetez leur production, c'est-à-dire ils produisent très peu, ils viennent vous vendre. Comme ça, vous avez produit avec vos 50 hectares, vous avez produit par exemple 10 000 tonnes. Mais achetez aussi ceux qui ont produit 5 tonnes, 10 tonnes. À un prix raisonnable. À un prix raisonnable. Qui sera négocié ou proposé par les acteurs eux-mêmes. Et puis, au lieu de vendre 10 000, vous allez vendre 10 100. Les 100 là, c'est ce que vous avez racheté auprès des autres. Ou alors, vous ne voulez pas, bon, les autres peuvent se constituer en coopérative. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place pour ne pas écraser ces gens-là. Alors, comment ils auront un revenu quand ils auront vendu. Donc, pour eux, c'est une source de revenus qu'on ne doit pas écraser. Alors, les stratégies, il faut les échafauder. Mais déjà, nous avons vu dans les images les banques, les grandes entreprises venir soutenir cette chambre de commerce, ces assises. Est-ce qu'on peut comprendre que ces firmes, ces entrepreneurs, ces entreprises sont-elles aussi prêtes à accompagner les investissements dans le domaine de l'agriculture? Parce que déjà, le grand déficit que nous avons aussi, c'est une banque agricole ou sinon des investissements, une banque d'investissement dans le domaine agricole. Est-ce que ces entreprises ont aussi une responsabilité sociale pour soutenir de telles actions? Non, malheureusement. À voir la situation actuelle, je dirais non. Mais en réalité, elles devraient s'impliquer. Ce sont des entreprises qui sont arrivées pour participer à la dimension festive de l'affaire. C'est tout. Mais elles n'adhèrent pas à la vision. Mais ce ne sont pas des entreprises qui sont venues pour participer à l'éclosion de l'agriculture de la province. C'est ça la grande différence. Il y avait la banque Tembe, par exemple. Est-ce que Tembe est venu pour dire, bon, je vais voir au Congo central, est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'investir dans l'agriculture? Si telle était sa préoccupation de venir là-bas, mais la réponse serait oui, il y a possibilité. Et il pouvait me dire, bon, dans ces conditions, je mets déjà de côté même 50 000 $ pour attaquer. Non, mais vous savez aussi, les banques n'ont pas de problème. C'est vrai qu'on peut les incriminer pour rien, mais c'est plutôt apporter des projets bancables dans le domaine spécifique de l'agriculture. Est-ce que nous en avons réellement? Non, justement, dans le domaine agricole, ce n'est pas de la même façon que dans le domaine commercial. C'est-à-dire, vous voulez acheter quelque chose pour revendre, vous allez dans une banque, vous prenez un crédit, et puis vous dites, bon, ça va, moi je vais commencer à rembourser 2-3 mois après. Mais dans le domaine agricole, ce n'est pas ça. Les maniocs, par exemple, quand vous plantez les maniocs, vous allez récolter combien de temps? Mais plus d'une année après. Maintenant, quelle est cette banque qui va accepter d'attendre? Donc, vous avez pris l'argent aujourd'hui et elle va attendre plus d'une année pour commencer à... Et pourtant, sous d'autres cieux, il y a des banques qui financent des projets comme ça. Mais ce sont des banques spécialisées. C'est-à-dire, auparavant, chez nous, il y avait ce qu'on appelait la banque agricole. C'est-à-dire, une banque qui peut financer l'agriculture, c'est à quel moment on peut avoir le revenu. J'investis aujourd'hui, mais je peux avoir les revenus combien de temps après? Mais dans l'agriculture, vous prenez l'argent, le temps d'organiser la terre, le temps de faire ceci, vous avez déjà avalé 1 mois. Et quand vous devez planter, mais les plantes de 3 mois, 4 mois, le maïs, c'est 4 mois au moins. Donc, maintenant, il faut une banque qui doit tenir compte de cette réalité. Et puis, dans l'agriculture, ce n'est pas un business de services. Et puis, la finalité de ces des produits agricoles, ce n'est pas qu'il faut affamer les gens. Non, il faut au contraire beaucoup vendre à un prix bas pour que les gens puissent manger. Maintenant, quand les gens doivent acheter, vous n'aurez pas un bénéfice exorbitant. Ce n'est pas vous investissez 1000 dans l'agriculture et puis vous dites, bon, 3 mois après, j'aurai 2000.
et puis en une année, je peux me retrouver avec je ne sais pas combien. Non, ce n'est pas cette logique qu'il faut appliquer dans ce domaine. C'est vrai que c'est difficile pour les banques et pour le moment. Néanmoins, nous avons des entreprises qui investissent dans d'autres domaines et qui font de vrais bénéfices. Et pourquoi l'État n'exigerait pas aussi à ces entreprises de financer les activités du genre agricole? Parce que nous voyons certaines d'entre elles construire des écoles, des hôpitaux. C'est vrai que par-ci, par-là, dans leur convention avec l'État, mais pourquoi ne pas aussi penser à insérer des investissements du domaine agricole? Parce que vous l'avez dit ici, manger, ça fait partie des besoins quotidiens et inexcusables pour un homme. C'est ça la politique agricole. Est-ce dans le code agricole, on parle de ça? C'est ça. Et puis, est-ce que ces entreprises ont dans leur objet le financement de l'agriculture? Non. Ils viennent ici pour les entreprises genre, disons, des télécommunications. Mais est-ce qu'ils viennent contribuer à l'évolution de l'agriculture? Parce qu'ils contribuent déjà pour vous aider à communiquer. Mais pour eux, ça suffit. Les entreprises minières qui viennent, est-ce qu'elles ont pour vocation... Ces entreprises-là payent quand même des impôts, mais est-ce que c'est peut-être à l'État de s'organiser, de voir dans quelle mesure... Oui, non, de voir dans quelle mesure, dans les impôts que ces entreprises payent, de réserver un pourcentage pour les investissements agricoles, par exemple. Mais c'est ça, ça fait partie d'une politique globale qui devait être pilotée par l'État. Mais c'est ça la politique agricole, ce n'est pas à une chambre de commerce de concevoir ça. Ça, c'est la politique agricole, c'est l'État qui fait ça. Ça, c'est tout à fait normal qu'un État puisse faire ça. Mais quel est cet État qui peut aujourd'hui se permettre de tels caprices, entre guillemets? C'est-à-dire dire, bon, sur les 100% de mes revenus, de mon budget, j'affecte 40% dans l'agriculture. Quel est cet État qui peut faire ça? Parce qu'on n'a pas une enveloppe suffisante pour dire, bon, mettons ne fût-ce que 2 milliards dans l'agriculture. Non, mais l'État a réussi à créer plusieurs fonds, les fonds routiers, les fonds dans le domaine de l'éducation, les fonds dans beaucoup d'autres domaines, il y a des fonds. Mais pourquoi ne pas penser aux fonds agricoles, par exemple? C'est parmi les propositions que vous, les spécialistes, vous pouvez faire. On résolu quel problème? Petit à petit, oui, mais d'une façon substantielle. Mais nous avons encore beaucoup de routes défoncées à travers le pays, même à Kinshasa ou dans la ville de Kinshasa ou dans les autres provinces. Nous avons encore des routes défoncées, donc le fonds routier n'a pas encore réussi. Alors, vous parlez des fonds, je ne sais pas quel autre fonds. Mais tous ces fonds-là, par mois et par an, encaissent combien? Même si on crée aujourd'hui un fonds agricole, on va utiliser comment? Donc, ce sont des problèmes réels. On ne doit pas s'amuser pour donner des idées. Mais quelle serait pour vous la solution? C'est un plancher dans le budget ou sinon il faut aller s'endetter? Mais l'endettement n'est pas une mauvaise chose. S'endetter, ce n'est pas un péché. Mais le plus important, c'est de savoir, quand je vais m'endetter, qu'est-ce que je vais faire de cet argent et comment je vais le rembourser. C'est tout. Quand vous avez un bon objectif, que cet argent va me servir à faire ça et ça et ça, et qu'au bout de telle année, je vais rembourser de cette façon. Mais où est le problème? Mais tous ces grands pays, les États-Unis, même la France, ce sont des pays sérieusement endettés. Nous sommes à paix. Est-ce que nous avons une dette de plus de 30 milliards? Est-ce qu'on a déjà acquis une dette de plus de 30 milliards depuis que le Congo existe? Rien. Non, mais vous savez... Mais à l'époque où nous avons la plus grande dette, c'était 14 milliards. Non, mais la soutenabilité de la dette, c'est aussi une chose. Mais justement... Nous n'avons pas une économie qui peut soutenir une telle dette. Non, mais c'est à nous de créer cette économie. Soyons aussi réalistes. Mais non, le réalisme, c'est-à-dire ne nous laissons pas obnubilés par les États-Unis, la concepts. France peuvent s'endetter jusqu'à des centaines de milliards. Mais le Congo, avec son PIB et déjà le revenu fiscal, nous connaissons ce que ça représente. Est-ce que la RDC est capable de soutenir une dette aujourd'hui de 100 milliards, même si on lui donnait 10 ans ou 20 ans? C'est parce que nous ne sommes pas encore très bien organisés, raison pour laquelle les bailleurs de fonds, que ce soit du secteur privé ou public, ne peuvent pas nous donner de cet argent. Et si nous étions bien organisés, ils se précipiteraient même pour venir nous donner l'argent, nous poser la question, vous avez besoin de quoi? De combien? Si nous étions bien organisés. Parce que être bien organisé, c'est quoi? Vous savez que nous allons, c'est comme par exemple dans le secteur minier.
Mais nous pouvons nous endetter pour dire, faisons faire des études sérieuses sur le plan des mines. De sorte que nous avons nos études, nous savons que dans tel coin, nous avons tel type de minéraux, telle quantité de minéraux. Nos études, financées par nous-mêmes. Comme ça, un investisseur qui viendrait, on lui dirait d'abord, bon, rembourser les frais d'études parce que les études sont déjà terminées. Maintenant, vous, si vous voulez exploiter, directement vous exploitez parce que la mine en question. Généralement, c'est ce que nous faisons, mais d'une autre façon, c'est On que ne le fait les pas. investisseurs viennent, ils payent les études et parfois ils perdent leur argent. Mais justement, or, si nous Mais étions... l'État ne prendrait pas les risques d'aller investir dans les études qui parfois ne pourraient pas donner des Non. résultats concrets. Mais justement, est-ce que le Congo a des minéraux? Il y en a beaucoup. Vous croyez que même si on faisait des études qui ne donnent rien dans une partie de Amaloukou, que partout ça ne donnera rien, et qu'on ne pourra pas compenser la perte subie par Amaloukou par les autres études? Non, mais vous êtes Mais on peut chercheur, le faire. vous connaissez le coût des études. Vous en Peu êtes même conscient. Mais peu importe, c'est ce que je vous dis. Parce qu'il y a des études, par exemple dans les Katanga, nous savons qu'il y a des minéraux, il y a du cobalt, il y a du cuivre, en grande quantité, une bonne teneur. Il y a des endroits aussi, il y a du cuivre, il y a du cobalt, hein, non loin de Kisantu, ici, dans le Congo central. Il y en a. Une teneur meilleure même que la teneur du Katanga. Mais la quantité, elle est moindre. Raison pour laquelle les Belges ont préféré commencer là-bas. Mais s'il y avait une grande quantité, et nous savons que nous avons la bauxite en grande quantité. Maintenant, une étude, par exemple, vers Kisantu, on ferait une étude qui donnerait un résultat faible. Mais l'étude du côté Soumbi, là où il y a beaucoup de bauxite, donnera un résultat positif. Est-ce que l'État ne pourra pas, par compensation, essayer un peu de réguler la chose en disant, bon, ici il y a beaucoup de bénéfices et puis nous allons... Bon, c'est compenser peut-être ça de cette facile à façon. dire, hein, je sais pas. C'est faisable, mais c'est l'organisation, tout simplement. Est-ce que ces entreprises qui viennent pour faire les études ont plus d'argent que l'État? Même Tenke Fungurume, qui est la plus grande société du pays, est-ce que le budget de Tenke Fungurume est supérieur à celui de l'État? Non. Tenke, c'est une filiale d'une grande firme. Hein. Non, Ça, il faut aussi... C'est une société, d'abord, au Congo. Est-ce que ces sociétés-là, est-ce qu'elle elle est plus forte que l'État? C'est-à-dire qu'elle peut faire quelque chose que l'État est un mordicus incapable de faire. C'est vrai que le débat peut-être n'est pas à ce niveau, mais je voudrais qu'on revienne sur le Congo central, les atouts, mais surtout les opportunités. Aujourd'hui, on parle également, M. Bifoumanou, du port de Banana dont les travaux ont été lancés. Mais jusque-là, malheureusement, il n'y a pas encore eu de grandes avancées. Mais sinon, le port, les ressources hydrauliques au niveau du Congo central, c'est aussi l'un des grands atouts. Oui, c'est-à-dire par rapport aux atouts, s'il ne fallait parler que des atouts, mais le Congo central est bourré d'atouts. Vous parlez du port, mais Inga, de Inga 1 à Inga 8, ça représente quoi? Énormément de choses. Énormément. Mais ce ne sont que des atouts. Mais on est encore à 2, Inga 2. Oui, voilà, justement. par exemple. Mais pourquoi on ne peut pas arriver à Inga 3? Parce qu'il y a des études qui avaient déjà commencé. Mais pourquoi ça s'arrête en cours de route? Parce qu'il faut aussi voir, c'est quand on approfondit les études qu'on se rend compte de certaines limites que nous avons. Par exemple, aujourd'hui, si on produisait plus de 100 000, même si c'est 40 000 mégawatts, qui va les consommer en interne? Personne. Donc, on serait obligé de vendre ailleurs. Mais vous allez vendre ailleurs où? Vous allez au Congo-Brazza. Le Congo-Brazza achetait notre courant à un certain moment, mais maintenant, est-ce qu'ils importent encore notre courant? Au contraire, eux produisent beaucoup de courant et ils exportent même le courant. Congo-Brazza exporte le courant. Parce qu'ils en ont maintenant en quantité suffisante. Mais nous, maintenant, si on ne peut pas construire un petit barrage Inga 3 en disant, bon, construisons seulement un barrage de 5000 mégavolt au lieu d'avoir un barrage de plus de 40 000. Donc, quand ils font les études, Inga 3 peut nous produire autant de Mais je sais que vous avez toujours fait la part des choses entre les potentiels. Mais et justement, c'est ça qu'il faut sur ce faire plan-là, sur ce plan-là, vous êtes au moins réaliste. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est quand on fait les études que nous allons maintenant progresser, nous allons évoluer progressivement.
quels sont nos objectifs? Ou quels sont les objectifs d'une façon concrète ou réaliste du Forum du Congo central? Bon, j'étais là, mais je ne peux pas le dire d'une façon précise, parce que je n'ai pas entendu ça. Promouvoir les entrepreneurs. Non, ça c'est un vœu. Maintenant, quand on mène des études, on va en détail. Il faut maintenant définir les objectifs pour promouvoir. C'est d'une façon vague. Concrètement, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où commence l'étude sérieuse. Que nous devons être... On peut avoir d'abord un objectif global en disant, bon, nous voulons être premier producteur du Congo en matière de café. C'est un objectif. Maintenant, quand vous voulez être premier producteur de café, ok. Maintenant, par où commencer? C'est là où vous allez dégager les objectifs spécifiques. Bon, nous devons acheter un terrain. Nous devons, c'est un objectif, acheter un terrain. Tant que vous ne l'avez pas, donc vous ne ferez rien. Mais sans oublier que dans les études, il faut aussi définir un marché. Mais c'est tout ça. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par le commencement. Quand vous allez produire, vous allez vendre où? À combien? Tout ça s'étudie avant de commencer. Est-ce qu'on a fait ces études-là? Mais rien. Est-ce qu'on a défini des objectifs, ne fût-ce que d'une façon globale? C'est le vœu tout simplement promouvoir. Oui, ça c'est promouvoir. Maintenant, allons d'une façon détaillée. Et c'est ça l'insuffisance, je l'ai toujours répété, de nos pays africains. Dans la réflexion, dans la l'organisation aussi. Dans la réflexion surtout. Il y a cette insuffisance-là, d'une façon générale. Parce qu'il y a des pays qui peuvent faire exception, ça c'est confirmé, c'est pas la règle, mais d'une façon générale, il y a cette insuffisance d'approfondir les réflexions. Et chez nous, c'est encore criant. Parce que le domaine agricole, il ne suffit pas de griffonner code des investissements et code de ceci, et puis c'est tout. Code des investissements, et puis c'est tout. Maintenant, vous voulez que les gens... Donc on fait le code des investissements pour les étrangers, ceux qui ont l'argent à l'étranger. Mais ici, comment maintenant oui, mais aider... c'est le comble aussi qu'aujourd'hui, la plupart des domaines, la plupart des secteurs, chez nous, nous avons d'ailleurs parlé de ça dans l'un de nos reportages qui se trouve sur notre site, qui parle de l'économie congolaise qui est envahie par les capitaux étrangers et les bénéfices sont aussi exportés. Mais c'est ça le malheur. Et pourquoi c'est envahi par les capitaux étrangers? Parce qu'en interne, il n'y a pas ces capitaux-là. Mais il n'est pas interdit justement à nous, Congolais aussi, d'aller prendre les capitaux étrangers et de venir les utiliser ici. Parce qu'il y a des gens qui le font, qui ont déjà... On ne dirait pas qu'au Congo, il n'y a pas de commerçants qui ont réussi. Mais qui ont réussi comment? Mais ils ont utilisé les capitaux peut-être qui sont allés prendre à l'étranger et puis ils ont utilisés ici. Donc, mais vous avez aussi la plupart des capitaux qui viennent ici, surtout dans les domaines miniers. On parle des fonds levés, c'est-à-dire des fonds qui ont été allés prendre dans des banques. On vient les fructifier ici, on paye les dettes et puis on a d'autres bénéfices qu'on garde. Mais est-ce que le Congo ne peut pas faire aussi la même chose? Les investisseurs congolais, les potentiels investisseurs congolais dans ces différents domaines, les mines notamment, parce que les ressources naturelles, nous en avons. Pourquoi on ne peut pas nous faire confiance aussi en nous donnant des moyens qui viendraient d'ailleurs, de les fructifier, de payer ses dettes et puis conserver les bénéfices? Mais justement, ce sont ces genres de questions auxquelles la Chambre de commerce devait répondre. Une chambre de commerce doit être capable de répondre à de telles questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos hommes d'affaires aient des moyens et facilement des crédits? Comment faire? Faut-il seulement aller commander ou bien contacter les banques traditionnelles qui ont déjà leur conditionnalité? Ou bien on peut négocier avec des investisseurs ou avec des fonds étrangers qui auraient, c'est-à-dire qui adapteraient leurs conditions par rapport à nos réalités. Notre contexte, oui. Voilà la réflexion. Est-ce qu'ils ont fait ça là-bas? On ne peut pas dire qu'ils ont mal fait, non. C'est une étape. Maintenant, la prochaine étape, voilà les questions auxquelles la Chambre doit répondre. Il est prévu même qu'on fasse des émissions avec le Top Congo, mais on va faire ça. Moi, je vais parler dans ce sens-là. Il ne suffit pas de parler. Vous savez que le développement, mais vous parlez de développement sans argent, ça signifie quoi?
C'est émettre un vœu Non, mais pieux. d'abord aussi les idées. Vous savez que aussi, Mais nous sommes justement, beaucoup plus critiqués sur le plan des idées, vous l'aviez Mais- dit mais- ici. mais c'est ça, La mais- réflexion, ouais. parfois, quand elle est insuffisante, nous avons du mal à produire, à donner des résultats qu'il faut. Mais raison pour laquelle je dis que la réflexion était insuffisante. Maintenant, il faut compléter cette réflexion. On ne peut pas dire que c'est mauvais ce qui a été fait. C'était un début, c'était un pas. Maintenant, il faut approfondir la réflexion. Et approfondir la réflexion, c'est justement chercher des solutions à ce type de problème. Un problème tel se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut résoudre in concreto ce problème? Voilà des questions fondamentales. Mais il y a toute une démarche qu'il faut faire pour arriver à proposer des solutions adéquates. Ce n'est pas réfléchir d'une façon spéculative en disant « Ah, si on faisait ceci, ça pourrait aller. » Non, il faut aller d'une façon méthodique. C'est ainsi que j'ai toujours décrié la façon de réfléchir maintenant. État des lieux, cause et puis piste de solution. Non, ça ne suffit pas, c'est une méthode dépassée. Vous avez un état des lieux que vous faites vous-même, parce que vous connaissez bien votre situation. Après avoir fait cet état des lieux, mais posez-vous la question, quels sont mes objectifs? Je n'ai pas ceci. Maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est comme les objectifs. Maintenant, on aimerait bien avoir des investisseurs congolais Les qui objectifs- viendraient exploiter leurs propres ressources et aussi avec des capitaux étrangers ou locaux. Peu Tant importe, mieux. mais au moins, nous Voilà. garderons les bénéfices ici. C'est-à-dire, C'est déjà la conclusion, malheureusement. Même les objectifs, on ne les donne pas d'une façon sentimentale. Il faut avoir des objectifs spécifiques pour espérer les atteindre. Ils doivent être spécifiques. Ils doivent être mesurables. Ça ne suffit pas de dire évoluons ceci. Non, nous devons avoir combien d'hectares. Il faut être précis, nous aurons 5 hectares. Nous allons commencer avec 5 hectares. C'est mesurable. Et puis, on aura combien de tonnes? On aura autant. C'est mesurable. Et puis, atteignable. Mais vous n'allez pas prévoir des objectifs que vous n'allez jamais atteindre dans les vides comme ça. Et puis, elles doivent être réalistes. Vous n'allez pas spéculer. Vous devez être réaliste en fonction de vos moyens, de tout ça. Et puis, temporel, vous n'allez pas dire, bon, un objectif qu'on va atteindre à l'avenir, disons dans le temps. Mais non, vous devez être précis que cet objectif, on doit l'atteindre dans 6 mois. Dans une année. Chronométrer toutes les actions. Alors, c'est quand vous avez fait cette étude. C'est une grande étude, ne la minimisez pas. La définition des objectifs, c'est déjà une grande étude. C'est-à-dire, on entre en profondeur. Et quand vous avez défini ces objectifs, c'est alors que, petit à petit, objectif par objectif, vous allez voir comment gérer pour atteindre les résultats. C'est une démarche nouvelle, mais qu'on n'applique pas malheureusement jusque-là. Ah, voilà, on espère peut-être vous serez entendu au fur et à mesure que vous continuez à parler de cette nouvelle façon de gérer et surtout de manager les affaires publiques. Voilà, Espérons-le. nous sommes arrivés à la fin. J'espère que prochainement vous aurez autant de questions des téléspectateurs et vous serez prêts à y répondre. Tant mieux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Nous avons parlé du grand forum qui s'est déroulé au niveau du Congo central, organisé par la Chambre du commerce autour de l'agro-industrie, moteur pour le développement du Congo central. On se retrouve alors prochainement. N'hésitez pas de poser des questions, d'appeler ou d'écrire au numéro affiché au bas de votre écran et nous y répondrons. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.